Comment un royaume tout entier peut-il être poussé jusqu'au point de rupture? Imaginez un peu une cocotte minute. La pression monte, la chaleur augmente, et à un moment, tout explose. C'est un peu ça l'histoire de la France à la fin du XVIIIe siècle. Une nation littéralement au bord de l'implosion. Allez, on va voir ensemble comment cette pression est montée. Bon, pour comprendre, il faut se replonger dans l'époque. On est en France au XVIIIe siècle. La société, qu'on appelle l'Ancien Régime, est comme figée dans le temps. Le royaume n'est pas divisé par la géographie, non, mais par la naissance, en trois groupes bien distincts qu'on appelle les trois ordres. Et là, regardez bien ces chiffres parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. C'est un déséquilibre ahurissant. Vous avez 97% de la population, le tiers-état, ça regroupe tout le monde, du paysan le plus pauvre au bourgeois le plus riche, eh bien ce sont eux qui supportent quasiment tous les impôts. Et les 3% qui restent, le clergé et la noblesse, eux, ils ne paient presque rien. Concrètement, ça voulait dire quoi? Eh bien ça veut dire que l'immense majorité des gens n'avaient que des devoirs, et très très peu de droits. Pendant qu'une toute petite minorité, elle, profitait d'une richesse énorme, du pouvoir et surtout de privilèges. Des avantages transmis de génération en génération. L'injustice, c'était la norme. Alors que le royaume est au bord de la faillite, le roi, Louis XVI, va faire un geste assez inattendu. Pour la première fois depuis des décennies, il va demander directement à son peuple de mettre par écrit ses plaintes, ses revendications. Et là, c'est comme si on avait ouvert les vannes. Des milliers de cahiers de doléances sont écrits partout dans le pays. Pour la première fois, on donne la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Et ces cahiers ils deviennent une sorte de catalogue national de la colère et de l'envie de changement. Une véritable archive de la frustration des Français. Et ce qui ressort de quasiment tous ces cahiers, c'est cette demande fondamentale, la justice fiscale. Attention, le peuple ne dit pas plus d'impôts. Il dit que tout le monde paie sa juste part, y compris les plus riches et les plus puissants. Une demande qui peut sembler simple, mais qui est profondément révolutionnaire pour l'époque. Très vite, les demandes vont bien au-delà des simples impôts. Ce que le peuple réclame, en fait, c'est le démantèlement complet du système, l'abolition de tous les privilèges. C'est la fin d'un monde qui est demandée. On arrive en 1789. Les cahiers ont été rédigés, les demandes sont claires. Mais à Versailles, les ordres privilégiés, ils ne veulent rien lâcher. La cocotte minute, elle est sur le point d'exploser. Et l'explosion, elle a lieu le 14 juillet. Le peuple de Paris prend la Bastille. Ce n'est pas juste une bataille, c'est un symbole qui tombe. Le symbole de l'arbitraire du roi qui s'effondre. L'ancien monde commence à trembler sur ses bases. Et à partir de là, tout s'accélère. En l'espace de quelques mois à peine, les événements s'enchaînent à une vitesse folle. C'est une véritable cascade révolutionnaire. Chaque événement en déclenche un autre et la France va être changée à tout jamais. Et il ne faut surtout pas oublier le rôle capital des gens ordinaires, et en particulier des femmes. En octobre, ce sont elles, les Parisiennes, à bout à cause de la faim, qui vont marcher des kilomètres jusqu'à Versailles. Ce sont elles qui vont forcer le roi à accepter les changements et à revenir à Paris. Elles deviennent, en quelque sorte, les gardiennes de la Révolution. Une nouvelle constitution est en train d'être écrite. La France devient une monarchie constitutionnelle. Mais il y en a un que ça n'enchante pas du tout, c'est le roi, Louis XVI. Lui, il était habitué au pouvoir absolu, et ce nouveau rôle limité, ça ne lui plaît pas. Son plan, c'est de s'enfuir à l'étranger, de trouver du soutien auprès des autres rois d'Europe et de revenir avec une armée pour écraser la Révolution et tout remettre comme avant. C'est un pari incroyablement risqué. Mais ce pari, il va le perdre. Sa fuite est stoppée net dans une petite ville, Varennes. Le roi est reconnu, arrêté et ramené à Paris sous escorte. C'est un tournant dramatique, un véritable point de bascule. Cet échec, il brise le dernier lien qui existait encore entre le roi et le peuple. Avant Varennes, il était encore, pour beaucoup, le père de la nation. Après Varennes, il est vu comme un traître. La confiance est complètement anéantie. Toute réconciliation semble maintenant impossible. Parce que la Révolution, ce n'était pas seulement détruire un vieux système. C'était aussi, et surtout, en construire un nouveau. Un système basé sur des idées radicalement neuves, des idées qui vont inspirer le monde entier. Et ces principes, on les trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le fondement de ce nouveau monde. C'est une rupture totale avec les privilèges et le droit divin. L'idée que le pouvoir vient du peuple et non de Dieu, c'est ça, le cœur de la Révolution. La conséquence logique de la trahison du roi, c'est la fin de la monarchie elle-même. Le 22 septembre 1792, la République est proclamée. Après plus de 1000 ans de roi, la France se gouvernera désormais toute seule. Et l'acte final, tragique, pour la monarchie, arrive quelques mois plus tard. Jugé pour trahison, Louis XVI est guillotiné. C'est la conséquence ultime de tout ce qu'il s'est passé, de l'élan révolutionnaire et du pari manqué du roi. Il n'y a plus aucun retour en arrière possible.
La transformation de la France est donc stupéfiante. En à peine 3 ans, on est passé d'un royaume divisé en ordres à une république qui proclame l'égalité pour tous. Mais une question immense se pose. Cette nouvelle république, née dans l'espoir et le sang, va-t-elle pouvoir survivre aux guerres et à la terreur qui s'annoncent ?